Sa robe s'est ouverte devant l'homme le plus riche de la soirée. Elle a essayé de fuir, mais il l'a suivie jusqu'aux toilettes. « Tu ne sortiras pas d'ici comme ça », a-t-il murmuré. Depuis ce jour, il ne laisse plus personne s'approcher d'elle. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant. Et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. La tour Montparnasse, un monument imposant de verre et d'acier qui s'élevait au cœur du quartier financier de l'avenue des Champs-Élysées, à Paris, reflétait les rayons dorés du soleil matinal. Dans l'un des bureaux du dernier étage, Amélie Lefebvre respira profondément, essayant de contrôler la nervosité qui faisait légèrement trembler ses mains. À 28 ans, diplômée avec mention en gestion de la Sorbonne, elle avait enfin obtenu un entretien avec l'homme qui dirigeait l'un des plus grands empires commerciaux de France. François Mercier, 45 ans, était connu dans le milieu financier, français comme le Faucon, un surnom qui reflétait sa capacité à repérer des opportunités de loin et à les attaquer avec une précision impeccable. Fils d'immigrants italiens arrivés en France avec peu de ressources, il avait bâti un conglomérat qui s'étendait du secteur immobilier à la technologie de pointe. Sa fortune était estimée en milliards, mais son véritable patrimoine était le respect et la crainte que son nom évoquait dans les cercles d'affaires. Amélie ajusta la ceinture de sa robe terracotta, une pièce élégante mais pas ostentatoire, qu'elle avait achetée spécialement pour cette occasion, étirant son budget déjà serré. Cela faisait 6 mois qu'elle essayait d'obtenir un poste d'assistante exécutive au groupe Mercier, après que la petite entreprise où elle travaillait ait fermé ses portes en raison de la crise économique. Mademoiselle Lefebvre, Monsieur Mercier, va vous recevoir maintenant, annonça la secrétaire, une femme d'âge moyen avec un regard qui mêlait pitié et curiosité. Ce regard disait tout. Peu de personnes sortaient indemnes d'un entretien avec François Mercier. En entrant dans la pièce, Amélie fut enveloppée par une atmosphère de pouvoir presque palpable. Le bureau était minimaliste, décoré dans des tons de gris et de noir, avec un bureau en marbre noir comme pièce centrale. Derrière celui-ci, d'immenses fenêtres offraient une vue panoramique de Paris, la ville qui ne dort jamais, toujours en mouvement, toujours en compétition, exactement comme l'homme qui l'observait maintenant avec des yeux calculateurs. « Mademoiselle Lefebvre, j'ai votre CV ici », dit François, sans se lever, sans tendre la main, sans offrir un sourire. Impressionnant sur le papier, mais j'ai déjà interviewé des dizaines de candidats impressionnants sur le papier. Sa voix était profonde, avec un léger accent parisien de quelqu'un qui a grandi dans les quartiers traditionnels de la ville. Il n'y avait pas de chaleur. Dans cette voix, seulement une efficacité clinique qui faisait paraître chaque mot calculé. « Monsieur Mercier, je vous remercie pour cette opportunité », commença Amélie, luttant pour que sa voix ne trahisse pas sa nervosité. « Je crois que mon expérience au groupe Horizon m'a donné une vision stratégique qui peut être précieuse pour le groupe Mercier, surtout en ce qui concerne l'expansion vers le sud, que j'ai lu être la prochaine étape de l'entreprise. » Léger haussement de sourcils fut la seule indication que François avait remarqué la mention du projet qui n'avait pas encore été annoncé publiquement. Amélie avait fait ses devoirs, parlant avec d'anciens collègues qui travaillaient maintenant pour le groupe Mercier. « Intéressant que vous mentionniez cela, dit-il, s'adossant à son fauteuil en cuir italien. Dites-moi comment une entreprise de la taille d'Horizon, qui avait du potentiel, a-t-elle fini par fermer ses portes? Et pourquoi devrais-je embaucher quelqu'un qui faisait partie d'une équipe qui n'a pas réussi à éviter cette issue? » La question était un piège, et Amélie le savait. C'était la façon de François de tester non seulement sa compétence, mais aussi sa loyauté et son caractère. Horizon a échoué parce que la direction a refusé d'écouter l'équipe technique, répondit-elle avec honnêteté. Nous avons alerté sur les risques d'une expansion rapide, sans une étude de marché adéquate. J'ai les rapports que j'ai préparés et qui ont été ignorés. Je ne suis pas ici parce que l'entreprise a fermé. Je suis ici parce que je veux travailler là où mes analyses seront valorisées, même quand elles signalent des problèmes.
Quelque chose changea dans le regard de François. Ce n'était pas de l'approbation, pas encore, mais une lueur d'intérêt. Il indiqua la chaise devant son bureau. « Asseyez-vous, montrez-moi ces rapports. » Amélie ouvrit son porte-documents et commença à sortir les documents quand l'inattendu se produisit. En se penchant, elle sentit une traction suivie du son inconfondable de tissu qui se déchire. La fermeture éclair latérale de sa robe, déjà forcée par son achat dans une taille plus petite que nécessaire, le seul modèle disponible en solde, céda complètement, s'ouvrant de la taille jusqu'à presque la hauteur du buste. Le temps sembla se figer. Amélie sentit la rougeur monter le long de son cou, envahissant ses joues. Instinctivement, elle pressa son bras contre le côté de son corps, essayant de maintenir la robe en place, tandis que son esprit s'affolait. « Je vous demande pardon », bégaya-t-elle, la voix presque un murmure. François Mercier, qui observait la scène avec une expression impénétrable, se leva brusquement. Amélie s'attendait à voir du dédain, de l'irritation, ou pire, ce type d'intérêt masculin qui transformerait ce moment embarrassant en quelque chose de plus humiliant encore. Au lieu de cela, il marcha jusqu'à une armoire encastrée dans le mur et revint avec un blazer noir. « Utilisez ceci, dit-il, tendant le vêtement d'un geste qui ne permettait pas de refus. « Ça arrive. » Ces deux mots, prononcés avec une désinvolture surprenante, firent changer quelque chose dans l'air. Amélie accepta le blazer de sa main libre, sentant le poids du tissu fin et cher. « Merci, » répondit-elle, retrouvant un peu de sa composition. « Puis-je utiliser les toilettes un moment ?» François indiqua une porte discrète dans le coin de la pièce. « Je vous en prie. » Dans les toilettes luxueuses privées, Amélie respira profondément, fixant son reflet dans le miroir. Son visage était encore rouge, mais ses yeux reflétaient la détermination. « Je ne vais pas laisser cela me vaincre, » murmura-t-elle pour elle-même. Elle ajusta sa robe du mieux qu'elle put et enfila le blazer, qui était trop grand, mais couvrait parfaitement la déchirure. Le parfum discret et masculin qui imprégnait le tissu l'enveloppa, créant une étrange sensation d'intimité avec un homme qu'elle connaissait à peine. Lorsqu'elle retourna dans la pièce, elle s'attendait à trouver François impatient, ou, pire, avec l'entretien terminé. Au lieu de cela, il se tenait debout près de la fenêtre, observant la ville avec une expression pensive qui le rendait presque humain. « Vous savez, mademoiselle Lefebvre, dit-il sans se retourner, dans ce bureau, j'ai vu des gens perdre des millions sans ciller. J'ai vu des cadres pleurer quand leurs stratégies ont échoué. Mais rarement je vois quelqu'un affronter un moment de vulnérabilité avec autant de dignité. » Il se retourna, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité nouvelle. « Continuez votre présentation. Je suis intéressé de voir ces rapports que personne n'a voulu écouter. » Amélie sentit quelque chose changer en elle. L'embarras commençait à céder la place à une étrange confiance. Avec des gestes plus fermes, elle disposa les documents sur la table et commença à expliquer son analyse des erreurs stratégiques du groupe Horizon. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle s'aperçut que François l'écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions incisives qui démontraient non seulement son intelligence aiguisée, mais aussi une connaissance approfondie du marché. Pendant un moment, Amélie oublia l'incident de la robe, oublia qui il était, oublia combien elle avait besoin de ce travail. Elle partageait simplement des idées avec quelqu'un qui, enfin, les valorisait. Lorsqu'elle termina son exposé, un silence confortable s'installa entre eux. François l'observait avec une expression qu'Amélie ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Il y avait du respect, certainement, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose qui fit accélérer son cœur pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'entretien d'embauche. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il finalement, je crois que le groupe Mercier peut bénéficier de votre perspective. Mon assistante vous contactera pour discuter des détails. Et quant au blazer, un presque sourire apparut sur ses lèvres. Considérez-le comme une avance sur votre premier salaire. » Lorsqu'Amélie quitta la tour Montparnasse ce matin-là, portant le blazer de François Mercier sur sa robe déchirée, elle ne pouvait pas imaginer que cette rencontre improbable, ce moment de vulnérabilité, ne serait que le début d'une histoire qui changerait sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Amélie se réveilla avant même que le réveil ne sonne. L'appel de l'assistante de François Mercier était venu en fin d'après-midi la veille.
avec des instructions pour qu'elle se présente à 8 heures précises pour son premier jour en tant qu'assistante exécutive du président du groupe Mercier. Tout s'était passé avec une rapidité vertigineuse, sans les processus de sélection complémentaires habituels ou les entretiens avec les RH. La décision de François, comme tout dans son empire, était définitive et irrévocable. Pendant qu'elle, SI, préparait dans son petit appartement du Marais, quartier de classe moyenne de Paris, Amélie n'arrivait pas à chasser la sensation d'irréalité. De tous les scénarios qu'elle avait imaginés pour cet entretien, terminé embauché, et qui plus est après le fiasco de la robe, n'en faisait pas partie. Le blazer de François était soigneusement suspendu à un cintre. Elle l'emporterait aujourd'hui, bien sûr, mais quelque chose l'empêchait de le rendre immédiatement, comme si ce vêtement représentait un lien tangible avec le moment qui avait changé sa chance. En arrivant à la tour Montparnasse, elle fut accueillie par Claire Dubois, l'assistante personnelle de François, âgée d'environ 50 ans, les cheveux gris impeccablement coiffés et une posture qui révélait des décennies d'expérience en entreprise. Claire émanait une aura d'efficacité intimidante. « Bonjour, mademoiselle Lefebvre. Bienvenue au groupe Mercier, » dit Claire avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je vais vous montrer votre bureau et vous expliquer vos responsabilités. Monsieur Mercier sera en visioconférence avec des investisseurs chinois jusqu'à midi. » Le St. Sounds bureau assigné à Amélie était plus petit que celui de François, naturellement, mais néanmoins impressionnant, situé stratégiquement à côté du sien, avec une porte reliant les deux espaces. Les tons de gris et de noir se répétaient, mais un unique vase avec des orchidées blanches brisait la monotonie chromatique, ajoutant une touche de vie à l'environnement aseptisé. Monsieur Mercier embauche rarement des personnes directement, commenta Claire, tout en montrant le système d'organisation des fichiers. En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il a pris une décision comme celle-ci, sans consulter le département RH ou d'autres directeurs. Le commentaire, apparemment désinvolte, portait une question implicite à laquelle Amélie préféra ne pas répondre. Au lieu de cela, elle se concentra sur l'absorption de toutes les informations que Claire lui transmettait. Mots de passe d'accès, protocole de communication, l'agenda frénétique de François, les projets prioritaires. « Une dernière chose, » dit Claire avant de partir. « Monsieur Mercier attend la perfection. Pas de tolérance zéro pour les erreurs, mais une tolérance négative. Vous devez prévoir les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Beaucoup ne supportent pas la pression pendant plus d'un mois. J'espère que vous serez différente. » Seule dans son nouveau bureau, Amélie s'accorda un moment pour traiter tout cela. Le salaire offert était presque le triple de ce qu'elle gagnait au groupe Horizon. Les responsabilités incommensurablement plus grandes. L'opportunité unique. Et pourtant, derrière l'enthousiasme professionnel, persistait une inquiétude qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose lié à la façon dont François l'avait regardée après l'incident de la robe, quelque chose dans la manière dont il avait décidé de l'embaucher si rapidement. À 12h15, la porte de communication entre les bureaux s'ouvrit et François Mercier entra. Il portait un costume italien bleu marine qui mettait en valeur ses yeux et arborait l'air sérieux de quelqu'un qui venait de sortir d'une négociation difficile. « Mademoiselle Lefebvre », salua-t-il d'un bref signe de tête, « j'espère que Claire vous a tout montré. J'ai apporté le rapport sur notre expansion dans le Sud. Je veux votre analyse complète d'ici demain. » Il déposa un dossier sur le bureau, un dossier considérablement épais qui exigerait certainement des heures de travail méticuleux. Amélie acquiesça, déterminée à ne montrer aucune hésitation. « Ce sera fait, monsieur Mercier. » Il sembla approuver sa réponse directe, sans promesses exagérées, ni démonstration inutile d'enthousiasme. Ses yeux remarquèrent alors le blazer, noir soigneusement plié sur une chaise dans le coin de la pièce. « Ah, votre vêtement, » dit Amélie suivant son regard. « Merci beaucoup pour le prêt. Il est propre et repassé. » François fit un geste désinvolte de la main. « Gardez-le, j'en ai d'autres. »« Je ne peux pas accepter, monsieur Mercier. C'est déjà suffisant de m'avoir donné cette opportunité. » Quelque chose qui ressemblait à un sourire menaça d'apparaître sur les lèvres de François, mais disparut si rapidement qu'Amélie se demanda si elle l'avait vraiment vu. « Comme vous voulez, Amélie. Je peux vous appeler Amélie ?» Le passage au prénom inattendu et soudain la prit au dépourvu. « Bien sûr, monsieur. » « Bien, et maintenant que nous travaillons ensemble,
Vous pouvez m'appeler François quand nous sommes seuls. Monsieur Mercier me fait me sentir comme mon père. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, une vulnérabilité passagère peut-être, qui humanisa momentanément le titan des affaires. Avant qu'Amélie ne puisse répondre, François était déjà revenu à sa personnalité professionnelle. Déjeuner puis commencer avec le rapport. Je serai en réunions externes le reste de la journée. Si vous avez besoin de quelque chose, Claire peut vous aider. Sur ces mots, il sortit, ne laissant derrière lui que son parfum discret et une Amélie légèrement étourdie par la rapidité avec laquelle les dynamiques entre eux semblaient changer. Les semaines suivantes se déroulèrent à un rythme effréné. Amélie se retrouva rapidement immergée dans l'univers complexe que représentait la gestion des multiples intérêts de François Mercier. Son analyse sur l'expansion méridionale avait impressionné non seulement lui, mais aussi le conseil d'administration, lorsqu'elle avait signalé des risques potentiels que personne n'avait considérés et suggéré des modifications stratégiques qui pourraient économiser des millions. Ce qui avait commencé comme une relation strictement professionnelle se transformait subtilement en quelque chose de plus complexe. François, connu pour maintenir tout le monde à distance, commença à l'inclure dans des réunions de plus en plus restreintes. À plus d'une occasion, il demanda son opinion sur des questions qui transcendaient ses responsabilités officielles. Et plus significatif encore, il commença à révéler de petits fragments de sa personnalité. Un commentaire sarcastique ici, une référence littéraire là, petite fenêtre sur l'homme derrière la persona d'affaires. « Vous êtes différente des autres assistants que j'ai eus », commenta-t-il un soir alors qu'il travaillait tard sur une proposition pour un grand projet immobilier à Nice. « Ils essayèrent de me plaire. Vous essayez de faire le travail correctement, même quand vous savez que je n'aimerais pas ce que je vais entendre. » Amélie, qui venait de suggérer le report d'un lancement que François était impatient de concrétiser, se sentit simultanément fière et inquiète de cette observation. « Mon travail n'est pas d'être votre fan, c'est de vous aider à prendre les meilleures décisions possibles, » répondit-elle, surprise par sa propre audace. Au lieu de s'offenser, François rit, un son rare qu'elle avait peut-être entendu 2 ou 3 fois au cours des dernières semaines. « Savez-vous pourquoi on m'appelle le faucon, Amélie ? Ce n'est pas seulement pour la vision aiguisée des affaires, comme on le dit. C'est parce que, comme les faucons, je ne fais vraiment confiance qu'à moi-même. Je chasse seul. Ça a toujours été ainsi. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, une solitude voilée derrière la fierté, qui toucha Amélie d'une manière inattendue. « Même les faucons ont besoin de se poser de temps en temps, » répondit-elle doucement. Le regard que François lui lança alors était indescriptible. Un mélange de surprise, d'intérêt et de quelque chose de plus profond, plus dangereux. Pendant un moment tendu, Amélie pensa qu'elle avait franchi une ligne invisible. Puis le téléphone sonna, brisant le charme du moment. Tandis que François répondait à l'appel, Amélie tenta de calmer son cœur qui s'emballait. Que lui arrivait-il? C'était François Mercier, son patron, l'un des hommes les plus puissants de France, connu pour sa froideur calculatrice. Et pourtant, de plus en plus, elle se surprenait à remarquer des détails à son sujet. La façon dont ses yeux se plissaient quand il était concentré, comment il passait la main dans ses cheveux grisonnants aux tempes quand il était stressé, comment sa voix devenait plus grave quand il parlait de quelque chose qui lui importait vraiment. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, Amélie trouva sur sa table un petit paquet emballé dans du papier argenté. À l'intérieur, une boîte en velours contenant une délicate broche en argent en forme de faucon. Il n'y avait pas de carte, pas de message. Ce n'était pas nécessaire. Lorsque François arriva, 1 heure plus tard, Amélie portait déjà la broche sur le revers de son blazer, pas celui qu'il lui avait prêté le jour de l'entretien, mais un très similaire qu'elle avait acheté pour elle-même. Il le remarqua immédiatement, ses yeux enregistrant le petit accessoire. Un sourire presque imperceptible apparut sur ses lèvres, et ce fut tout. Mais ce petit geste marqua un changement. Dans les jours qui suivirent, François commença à l'inclure dans des aspects de plus en plus personnels de sa vie. Une invitation à l'accompagner à un dîner de bienfaisance, une demande de son opinion sur une œuvre d'art qu'il envisageait d'acquérir, de petites confidences sur ses préoccupations concernant l'entreprise, partagées lors de trajets en voiture, jusqu'à chez elle les soirs où il travaillait tard. Pour le monde extérieur, il restait simplement l'homme d'affaires et son efficace assistante. Mais entre eux, quelque chose changeait,
quelque chose de subtil, non déclaré, dangereux. Ce fut lors d'un de ces moments privés, alors qu'ils revenaient d'une réunion avec des investisseurs étrangers, que la voiture de François s'arrêta dans un embouteillage sur les Champs-Élysées. La pluie tombait fortement dehors, transformant les lumières de la ville en taches colorées à travers les vitres teintées. Mon père disait que Paris ne révèle sa vraie beauté que sous la pluie, commenta François, regardant par la fenêtre. Il disait que c'est quand la ville lave son maquillage et montre son vrai visage. Amélie observa son profil contre les lumières de la ville. Vous parlez peu de votre famille. Il y a peu à dire. Mes parents sont décédés il y a des années. Je n'ai pas de frères et sœurs, des cousins éloignés en Italie que je connais à peine. Alors vous êtes vraiment seul. Ce n'était pas une question, mais une constatation, dite avec une douceur qui ne contenait pas de pitié, juste de la compréhension. François se tourna pour la regarder, ses yeux reflétant les lumières extérieures. « Et vous, Amélie, vous êtes aussi seule à Paris, n'est-ce pas? Vous avez mentionné que votre famille est de Savoie. »« D'Aix-les-Bains, confirma-t-elle. Ma mère y vit encore. Mon père... » Elle hésita, quelque chose dans son visage changeant. « Votre père, » insista François, soudainement intéressé par son hésitation. Amélie détourna le regard. « C'est une histoire compliquée, peut-être pour un autre jour. » Le chauffeur annonça qu'ils arrivaient à l'immeuble où Amélie habitait. Quand la voiture s'arrêta, François fit quelque chose d'inattendu. Il toucha légèrement son bras, un contact bref, mais délibéré. « Nous avons tous des histoires compliquées, Amélie. Certaines d'entre elles définissent ce que nous devenons. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une intensité, une curiosité, qui fit Amélie se demander s'il en savait plus sur elle qu'il ne le laissait paraître. Cette sensation troublante l'accompagna tandis qu'elle montait à son appartement, avec le souvenir persistant de la touche sur son bras, légère comme une plume, mais lourde de signification non exprimée. Le dimanche matin, Amélie marchait dans le jardin du Luxembourg, laissant l'air frais et le bourdonnement des familles parisiennes, profitant du week-end d'éloigner momentanément les pensées de François Mercier. Il y avait quelque chose de libérateur à être là, anonyme parmi les coureurs, les cyclistes et les enfants qui jouaient sous le ciel bleu d'hiver, une réalité complètement différente de l'environnement sous pression de la tour Montparnasse. Téléphone vibra dans sa poche. Un message de sa mère, Sophie, demandant quand elle viendrait la voir à Aix-les-Bains. Amélie sourit avec une pointe de culpabilité. Cela faisait presque 3 mois qu'elle n'avait pas vu sa mère. Depuis qu'elle avait commencé à travailler avec François, ses week-ends se transformaient souvent en extension de la semaine de travail. Pendant qu'elle tapait une réponse, promettant une visite lors du prochain jour férié, Amélie faillit entrer en collision avec quelqu'un. « Excusez-moi, je ne faisais pas... » Sa voix défaillit en reconnaissant l'homme devant elle. « François ?» Il semblait différent dans sa tenue décontractée. Jean foncé et polo bleu marine. Plus jeune, moins intimidant, presque comme une version alternative de l'homme qu'elle connaissait. À ses côtés, un labrador chocolat tirait légèrement sur la laisse. « Amélie, dit-il, semblant également surpris, je ne savais pas que vous fréquentiez le Luxembourg. »« J'y viens chaque fois que je peux, » répondit-elle, encore déconcertée par cette rencontre inattendue. Son regard descendit vers le chien. « Je ne savais pas que vous aviez un chien. »« Voici César, » présenta François, tandis que le labrador reniflait curieusement les pieds d'Amélie. « Mon seul compagnon loyal depuis 8 ans. » Il y avait une légère ironie dans sa voix, mais aussi quelque chose de sincère qui apparaissait rarement chez le François du bureau. Amélie se baissa pour caresser l'animal, qui remua immédiatement la queue en signe d'approbation. « Il vous aime bien, » commenta François. « César est généralement bon juge de caractère. »« Et qu'est-ce que cela dit de moi ?» demanda Amélie, se relevant avec un sourire. « Que j'ai peut-être pris la bonne décision en vous embauchant, même après cet incident avec la robe. » La mention de l'épisode de l'entretien, dont il n'avait jamais reparlé directement, ramena cette étrange tension entre eux. Amélie sentit la rougeur monter le long de son cou, mais décida de ne pas reculer. « Ce fut la meilleure déchirure de chance de ma vie, » répondit-elle avec une audace qui la surprit. François rit, ce son rare et précieux qu'elle commençait à collectionner mentalement. « J'allais prendre un café là-bas au kiosque. Voulez-vous m'accompagner ?» La proposition était décontractée, mais le moment n'avait rien de décontracté. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en dehors du contexte professionnel,
sans la protection des hiérarchies d'entreprise, sans l'excuse des responsabilités partagées. C'était simplement Amélie et François, deux personnes un dimanche matin dans le parc. « Bien sûr, répondit-elle. Tant que César ne s'oppose, pas à partager votre compagnie. » Dans le petit café en plein air, assis à une table en bois sous un parasol coloré, la conversation coulait avec une naturalité surprenante. François s'enquit de son enfance en Savoie et Amélie se retrouva à partager des histoires sur la paisible Aix-les-Bains, les après-midi au bord du lac, les études nocturnes pour obtenir la bourse à la Sorbonne. « Ma mère a travaillé comme infirmière toute sa vie pour me donner une éducation, » raconta-t-elle. « Après que mon père soit sorti du tableau, c'est elle qui a tenu bon. »« Votre père est sorti du tableau, » répéta François, notant l'expression soigneusement choisie. « Vous voulez dire qu'il nous a abandonnés, » compléta Amélie, avec une simplicité qui ne cachait pas complètement la douleur. « Quand j'avais 12 ans, un jour il était là, le lendemain, juste une note disant qu'il avait besoin de trouver son propre chemin. » François l'observait intensément, comme s'il essayait de voir au-delà de ses mots. « Et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de lui ?» Amélie hésita. C'était étrange de parler de cela avec son patron, mais quelque chose dans l'environnement décontracté, dans la présence tranquille de César couché à ses pieds, la faisait se sentir en sécurité pour partager. Finalement, nous avons découvert qu'il avait déménagé à Paris. Apparemment, il a commencé une nouvelle affaire, une nouvelle vie. Il ne nous a jamais cherchés. « Comment s'appelait votre père ?» demanda François, sa voix soudainement tendue. « Henri Lefebvre. » Amélie observa un changement subtil dans l'expression de François, un raidissement presque imperceptible, des muscles faciaux, une lueur différente dans les yeux. « Pourquoi vous l'avez connu ?» François prit une gorgée de son café, se donnant le temps avant de répondre. « Paris est une grande ville, mais le monde des affaires est étonnamment petit. Le nom me semble familier, mais ce peut être juste une coïncidence. » Il y avait quelque chose dans son hésitation qui ne semblait pas naturel. François Mercier n'était pas homme à demi-mot ou à incertitude. Avant qu'Amélie ne puisse insister, il changea habilement de sujet. « Et votre mère, elle vit toujours à Aix-les-Bains ?» La conversation se poursuivit, revenant à des sujets plus légers, mais Amélie ne pouvait pas complètement écarter la sensation que quelque chose d'important s'était produit dans ce bref moment. Quand ils se séparèrent finalement, François la surprit à nouveau. « C'était bon de vous voir en dehors du bureau, Amélie. Nous devrions faire cela plus souvent. » Ce n'était pas exactement une invitation, mais ce n'était pas non plus une simple observation désinvolte. Cela planait entre eux comme une possibilité non formulée. « J'aimerais cela, » répondit-elle sincèrement. Le reste du dimanche se déroula normalement, mais l'esprit d'Amélie continuait à revenir à la rencontre dans le parc, à la réaction de François au nom de son père, à l'aperçu de l'homme derrière la persona d'affaires. Le lundi, en arrivant au bureau, elle trouva Claire avec une expression inhabituelle, un mélange d'inquiétude et de curiosité mal dissimulée. « Bonjour Claire, quelque chose s'est passé ?» L'assistante hésita avant de répondre. « Monsieur Mercier est arrivé à 5 heures du matin. Il a demandé tous les fichiers historiques de l'entreprise des 20 dernières années. Il est enfermé dans son bureau depuis. » Le comportement était inhabituel, même pour François, connu pour ses excentricités de travail. Amélie sentit un serrement d'estomac. La coïncidence temporelle avec sa conversation sur son père était difficile à ignorer. « A-t-il dit ce qu'il cherchait spécifiquement ?» demanda-t-elle, essayant de maintenir un ton décontracté. « Non. Il a juste dit qu'il ne voulait pas être interrompu à moins que ce ne soit extrêmement urgent. » Claire l'étudia attentivement. « Savez-vous quelque chose que je devrais savoir ?» « Non, » répondit Amélie rapidement. « Peut-être trop rapidement. Il révise probablement une ancienne stratégie pour un nouveau projet. » La matinée s'écoula avec une lenteur agonisante. Amélie essaya de se concentrer sur ses tâches, mais son esprit revenait sans cesse à la porte fermée du bureau de François. Que cherchait-il avec tant d'acharnement? Cela avait-il un rapport avec son père? Et si oui, pourquoi cela serait-il si important pour lui? Vers midi, la porte s'ouvrit enfin. François émergea avec une expression qu'Amélie n'avait jamais vue auparavant, un mélange de tension et de résolution, comme quelqu'un qui venait de confirmer un soupçon longtemps enfoui. « Amélie, » appela-t-il, sa voix contrôlée mais tendue, « je dois vous parler en privé. » Son cœur s'accéléra, bien sûr.
Dans le bureau de François, les archives étaient éparpillées sur la table de marbre, vieux dossiers, documents jaunis par le temps, photographies d'anciens projets. Il attendit qu'elle s'assoie avant de parler. « Que savez-vous des affaires? De votre père à Paris ?» La question directe l'a pris au dépourvu. Presque rien. Comme je l'ai dit, il n'a jamais repris contact. Pourquoi? François respira profondément comme s'il se préparait à quelque chose de difficile. Parce que Henri Lefebvre n'était pas juste un homme d'affaires de plus à Paris. Il a été mon associé, Amélie, et plus encore, il a été mon mentor quand j'ai commencé, il y a presque 20 ans. La révélation frappa Amélie comme un coup physique. Elle sentit l'air s'échapper de ses poumons, tandis qu'elle essayait de traiter l'information. Ce n'est pas possible. Vous me dites que vous avez connu mon père, que vous avez travaillé ensemble. Nous n'avons pas seulement travaillé ensemble, nous avons construit ensemble ce qui allait devenir la base du groupe Mercier. François poussa une photographie vers elle, une image décolorée de 2 jeunes hommes souriant devant un petit bureau. L'un d'eux était clairement François, plus jeune, avec des cheveux foncés sans les fils gris. L'autre, papa, murmura Amélie, touchant l'image de doigts tremblants. Henri Lefebvre souriait avec confiance à l'appareil photo, le bras sur les épaules du jeune François, tous deux tenant une plaque qui disait « Mercier et Lefebvre Entreprise, inauguration ». Votre père était brillant, continua François, sa voix s'adoucissant avec ce qui semblait être un mélange de nostalgie et de douleur. Il avait une vision du marché que peu possédaient à l'époque. C'est lui qui a vu le potentiel du secteur immobilier quand tous pariaient sur d'autres domaines. C'est lui qui m'a convaincu d'investir tout ce que nous avions dans des terrains, dans ce qui est aujourd'hui le cœur financier de Paris. Amélie avait du mal à respirer. Toute sa vie adulte avait été construite sur la fondation de l'absence de cet homme, le père qui avait abandonné la famille, qui n'avait jamais regardé en arrière, qui ne s'était jamais assez soucié pour voir sa fille grandir. Et maintenant, soudainement, il réapparaissait comme une figure centrale dans l'histoire de François Mercier. Si vous étiez si proche, pourquoi n'ai-je jamais entendu votre nom? Pourquoi n'a-t-il jamais mentionné vous dans les rares lettres qu'il a envoyées? L'expression de François s'assombrit. Parce que notre relation s'est terminée, de façon compliquée. Que s'est-il passé? Demanda Amélie, sa voix presque un murmure. François se leva marchant jusqu'à la fenêtre panoramique qui dominait le mur. Pendant un long moment, il resta silencieux, observant la ville qu'il avait contribué à transformer. « Nous avons eu un désaccord, dit-il finalement, sur la direction de l'entreprise. Votre père voulait s'étendre vers le sud, investir dans des projets de développement durable en Corse. Je voyais plus de potentiel ici, dans le nord. Les discussions sont devenues houleuses. Finalement, il a décidé de vendre sa part de la société. Il y avait plus dans cette histoire, Amélie pouvait le sentir. Quelque chose de non dit, quelque chose de caché dans les pauses et les hésitations de François. « C'était quand ?» demanda-t-elle, essayant d'assembler les pièces. « Il y a 15 ans. » Les mathématiques ne tenaient pas debout. Mais il nous a quittés il y a 17 ans. Si vous vous êtes séparés il y a 15 ans. Exactement, confirma François, se tournant pour la regarder. Votre père avait déjà quitté Aix-les-Bains quand nous sommes devenus associés. Il est arrivé à Paris seul, à commencer de zéro. Il ne parlait jamais de sa vie antérieure. Il n'a mentionné qu'il avait une famille en Savoie qu'une seule fois, durant une nuit où nous avions trop bu en célébrant notre premier grand contrat. La révélation était dévastatrice dans sa simplicité. Pendant qu'elle et sa mère luttèrent pour survivre, reconstruisant leur vie après l'abandon, Henri Lefebvre se réinventait à Paris, formant de nouveaux partenariats, construisant des empires, sans jamais regarder en arrière. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» demanda Amélie, sa voix nouée par l'émotion contenue. « Parce que vous méritez de savoir, » répondit François avec une sincérité rare. « Et parce que j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important. Quand je vous ai embauché, je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Votre nom de famille est assez commun pour ne pas éveiller les soupçons, et vous ne lui ressemblez pas tant que ça. C'est seulement quand vous avez mentionné votre père hier, au parc, que vous avez commencé à soupçonner, compléta-t-elle, les pièces s'assemblant finalement. D'où la recherche dans les anciennes archives? Oui. François hésita à nouveau, comme s'il décidait combien en révéler davantage. Il y a autre chose que vous devez savoir, Amélie. Quelque chose sur la fin de notre association.
sur la vraie raison pour laquelle votre père a quitté l'entreprise. À ce moment, l'interphone sur le bureau de François sonna. La voix de Claire retentit, tendue. « Monsieur Mercier, Monsieur Moreau est ici pour la réunion sur le projet. De Marseille. Dois-je lui demander d'attendre ?» François regarda Amélie, le conflit visible dans ses yeux. « Nous continuerons cette conversation plus tard, promit-il. Il y a beaucoup plus que je dois vous dire. » Quand Amélie quitta la pièce, elle se sentait comme si elle marchait dans un rêve ou peut-être un cauchemar. Les révélations de François avaient ébranlé les fondations de sa compréhension de son propre passé, de l'homme qui l'avait abandonné, de la nature même de sa relation avec François. De retour dans son bureau, elle s'accorda un moment de vulnérabilité, laissant les larmes contenues finalement s'échapper. Tant de questions sans réponse, tant de connexions inattendues. Et François, quel rôle avait-il vraiment joué dans l'histoire de son père? Que savait-il d'autre, qu'il n'avait pas encore révélé? Une chose était certaine, rien entre eux ne serait plus jamais pareil après ce jour. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle, évoluant vers une attraction non déclarée, était maintenant irrévocablement entrelacé avec les fantômes du passé. Un passé que tous deux partageaient sans le savoir, connectés par un homme qui avait marqué leur vie de manière profondément différente. Les jours qui suivirent la révélation furent chargés d'une tension silencieuse. Malgré la promesse de François de poursuivre la conversation, des réunions consécutives et un voyage d'urgence à Bruxelles pour des négociations avec le gouvernement fédéral créèrent une pause forcée entre eux. Amélie resta professionnelle et exécutant ses tâches avec la même efficacité que toujours, mais intérieurement, elle bouillonnait de questions sans réponse et d'émotions contradictoires. Quand ils se retrouvèrent enfin seuls à nouveau, ce fut dans des circonstances complètement différentes. Le groupe Mercier parrainait annuellement un événement caritatif pour collecter des fonds destinés à des projets éducatifs dans les communautés défavorisées de Paris. Cette année, le gala devait avoir lieu à l'Opéra Garnier, l'un des symboles architecturaux les plus imposants de la ville. « J'ai besoin que vous coordonniez les derniers détails de l'événement », instruisit François lors d'une réunion matinale. « Claire s'est occupée de la majeure partie, mais je veux que vous représentiez l'entreprise pour accueillir les invités. Habillez-vous en conséquence. L'entreprise couvrira les frais. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire cela, trop formel, trop distant, qui indiquait clairement qu'il évitait le sujet qui planait entre eux. Amélie se contenta d'acquiescer, décidant de ne pas forcer la conversation dans un environnement professionnel. Le soir de l'événement, pendant qu'elle se préparait dans son appartement, Amélie réfléchissait à l'étrange tournure qu'avait prise sa vie. 3 mois auparavant, elle n'était qu'une professionnelle de plus essayant de reconstruire sa carrière après la fermeture du groupe Horizon. Maintenant, elle s'apprêtait à représenter l'un des plus grands conglomérats d'entreprises de France lors d'un gala, tout en essayant de traiter des révélations sur son père qui avait bouleversé son monde. La robe qu'elle avait choisie, un modèle long vert émeraude, avec des détails délicats en dentelle, était très différente de celle qu'elle avait portée lors de son entretien fatidique avec François. Cela avait été un investissement considérable, mais son nouveau salaire lui permettait de petits luxes qui auraient été impensables auparavant. En jetant un dernier coup d'œil au miroir, Amélie reconnut à peine la femme sophistiquée qui lui rendait son regard. L'Opéra Garnier resplendissait sous les lumières de la nuit parisienne. L'escalier de marbre était décoré avec des arrangements d'orchidées blanches, les mêmes fleurs que François gardait dans son bureau, nota Amélie. Une coïncidence ou un choix délibéré? Il devenait de plus en plus difficile de distinguer ce qui était hasard et ce qui était intentionnel dans les actions de François Mercier. Positionnée près de l'entrée principale, Amélie accueillait les invités avec l'élégance et la confiance de quelqu'un né pour ce rôle, ne révélant en rien la fille d'Aix-les-Bains qui avait un jour rêvé d'une vie différente. Hommes d'affaires influents, politiciens, célébrités, tous semblaient impressionnés par la jeune assistante de François, qui démontrait une connaissance non seulement des projets sociaux de l'entreprise, mais aussi des intérêts particuliers de chaque invité important. « Impressionnant », dit une voix familière derrière elle, après presque 1 heure d'accueil. « Vous semblez être né pour cela. » François était impeccable dans son smoking, le blanc immaculé de sa chemise contrastant avec le noir profond du costume. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce soir,
une lueur d'admiration qui allait au-delà de la reconnaissance professionnelle. « Je fais simplement mon travail », répondit Amélie, essayant d'ignorer le léger tremblement que sa présence provoquait encore. « Non, vous faites bien plus que cela. Vous conquérez chaque personne dans cette salle. » Il offrit son bras. « Venez, je veux vous présenter à quelques personnes. » Pendant l'heure suivante, Amélie fut guidée par François à travers les cercles les plus exclusifs de l'élite parisienne. À sa surprise, il la présentait non seulement comme son assistante, mais comme sa partenaire la plus précieuse dans les affaires, un titre qui surprenait clairement certaines des vieilles connaissances de François, habituées à le voir travailler seul. « Laurent Moreau ne semblait pas très heureux de ma présence », commenta discrètement Amélie, après une interaction particulièrement tendue avec l'un des principaux concurrents de François. « Moreau n'est jamais content de ce que je fais », répondit François avec un demi-sourire, « surtout quand il réalise que j'ai une longueur d'avance sur lui. Et vous, Amélie, êtes exactement cette longueur d'avance qu'il craint. » Il y avait une intimité dans cette déclaration qui fit légèrement rougir Amélie. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par le maître de cérémonie, annonçant le début formel de l'événement. Sur la scène centrale, sous les projecteurs du majestueux théâtre, François fit un bref discours sur l'importance de la responsabilité sociale des entreprises, mais ce qui surprit vraiment l'audience fut son annonce suivante. « Cette année, nous avons décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de simplement donner des ressources, nous voulons créer un programme durable qui transforme réellement des vies. Et pour présenter cette initiative, j'appelle sur scène la personne qui l'a imaginée, Amélie Lefebvre. » Le choc paralysa momentanément Amélie. Il n'y avait eu aucune préparation pour cela, aucun avertissement préalable, mais alors que les applaudissements polis de l'audience remplissèrent le théâtre, elle comprit que c'était l'opportunité qu'elle avait secrètement désirée, la chance de donner vie à un projet qu'elle développait silencieusement pendant son temps libre, inspiré par les histoires de jeunes talents gaspillés dans des communautés sans accès à une éducation de qualité. D'un pas décidé, Amélie monta sur scène, remerciant François d'un regard qui mêlait surprise et gratitude. Devant le microphone, elle ressentit un moment d'hésitation. Mais ensuite, en observant l'audience attentive, quelque chose changea en elle. Ce n'était pas seulement l'assistante de François Mercier qui parlait, c'était Amélie Lefebvre, la fille d'Aix-les-Bains qui avait surmonté l'abandon de son père, qui avait lutté pour chaque opportunité, qui comprenait profondément ce que signifiait avoir besoin d'une chance. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, sa voix ferme malgré sa nervosité initiale. « Le projet que je vous présente ce soir s'appelle Nouvel Horizon. Un programme qui n'offre pas seulement des bourses d'études, mais crée un écosystème complet de soutien pour les jeunes talents des communautés vulnérables. » Durant les 15 minutes suivantes, Amélie exposa avec passion et clarté un plan détaillé qui incluait du mentorat professionnel, un soutien psychologique, une aide financière et, le plus innovant, un engagement d'embauche d'au moins 30% des diplômés par les entreprises participantes. Nous ne voulons pas seulement donner une canne à pêche. Nous voulons garantir qu'il y ait des poissons dans le lac et que nos jeunes aient des bateaux adéquats pour naviguer dans les eaux souvent turbulentes du marché du travail, conclut-elle, utilisant une métaphore qui résonna immédiatement avec l'audience. Les applaudissements qui suivirent ne furent pas simplement polis, ils étaient enthousiastes, sincères. Plusieurs hommes d'affaires signalaient déjà positivement, indiquant leur intérêt à participer à l'initiative. Amélie ressentit une vague d'accomplissement qui transcendait toute expérience professionnelle précédente. En quittant la scène, elle fut accueillie par un François visiblement fier. « Vous ne m'avez pas parlé de ce projet », dit-il, la conduisant discrètement vers l'un des salons latéraux, loin des regards curieux. « Je le développais pendant mon temps libre. Je ne pensais pas que c'était le bon moment de le présenter », répondit-elle, encore en train de traiter l'impact de sa propre présentation. « Et je ne vous ai pas prévenu que vous le présenteriez aujourd'hui », reconnut François. « Mais j'ai vu les notes sur votre bureau hier, j'ai lu le projet complet, et j'ai su immédiatement que c'était exactement ce dont nous avions besoin. » « Vous avez envahi ma vie privée, » observa Amélie, mais il n'y avait pas de réelle indignation. Dans sa voix, juste une constatation. « Oui, » admit-il sans hésiter. « Et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais sans le savoir.
quelqu'un qui voit au-delà des chiffres, au-delà du profit immédiat. Quelqu'un qui comprend la vraie signification, de construire quelque chose de durable. Il y avait une émotion rare dans la voix de François, une vulnérabilité qu'il permettait rarement aux autres de voir. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, absorbant l'intimité croissante entre eux. « Votre père aurait été fier », dit-il finalement, sa voix presque un murmure. « C'est lui qui m'a enseigné la responsabilité sociale bien avant que cela ne devienne un terme à la mode dans le monde des affaires. Il croyait que les entreprises avaient le devoir de rendre à la société une partie de ce qu'elles en recevaient. » Là, une mention d'Henri ramena toutes les questions sans réponse, toutes les émotions contradictoires qu'Amélie avait réprimées. « Vous ne m'avez toujours pas tout dit sur lui, » dit-elle, ses yeux rencontrant ceux de François avec intensité. « Sur ce qui s'est réellement passé entre vous. » François regarda autour de lui, conscient de l'environnement public, même dans ce salon plus réservé. « Non, je ne l'ai pas fait, et ce n'est pas l'endroit, mais je promets que vous connaîtrez toute la vérité. » Il hésita, puis ajouta « Demain, venez dîner chez moi, sans interruption, sans urgence d'entreprise. Juste vous et moi et l'histoire complète que vous méritez d'entendre. » L'invitation plana entre eux, chargée de significations qui allaient bien au-delà d'un « simple repas ». C'était un portail vers un territoire inconnu, où les lignes entre le professionnel et le personnel, entre le passé et le présent, deviendraient irrévocablement floues. « J'y serai », répondit simplement Amélie. Le reste de la soirée se déroula dans un flou d'interactions sociales, de cocktails et de négociations informelles. Le projet Nouvel Horizon fut le thème dominant, avec plusieurs hommes d'affaires importants s'approchant d'Amélie pour discuter de partenariats potentiels. Pour le monde extérieur, l'événement fut un succès retentissant pour le groupe, Mercier et son assistante exécutive prometteuse. Mais pour Amélie, tout cela semblait secondaire face à la promesse du lendemain, le moment où elle découvrirait enfin la vérité sur l'homme qui l'avait abandonnée et sur l'homme qui, de façon inattendue, avait ramené ce fantôme dans sa vie. Quand la limousine d'entreprise la déposa à son appartement, il était déjà minuit passé. Épuisée mais électrisée, Amélie avait du mal à organiser ses pensées. En entrant chez elle, elle remarqua une petite boîte près de la porte. Un paquet que quelqu'un avait laissé, probablement le concierge de l'immeuble. À l'intérieur, elle trouva une unique orchidée blanche et une carte manuscrite. « Votre éclat ce soir a éclipsé toutes les étoiles de Paris. À demain, FM. » Ce geste simple mais profondément personnel suscita en Amélie une vague d'émotions contradictoires. En quelques mois, François Mercier avait transformé sa vie professionnelle, redéfini sa compréhension de son propre passé et, maintenant, semblait déterminé à entrer dans son futur d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. En plaçant l'orchidée dans un petit vase en cristal, cadeau de remise de diplôme de sa mère, Amélie contempla les chemins tortueux que la vie prenait parfois. D'un entretien désastreux à une nuit de triomphe professionnel, de fille abandonnée à possible héritière d'un héritage entrepreneurial dont elle n'avait jamais su l'existence. D'employée à quoi exactement? Que devenait-elle aux yeux de François? Et plus important, que devenait François pour elle? Tandis qu'elle se préparait à dormir, une notification sur son téléphone attira son attention. Un message d'un numéro inconnu. « Méfiez-vous de Mercier. Il n'est pas qui vous pensez. La vérité sur votre père est très différente de la version qu'il racontera. Si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé, rencontrez-moi demain, 10h, Café de Flore. Sans signature, sans explication supplémentaire. » Juste cet avertissement énigmatique qui glaça son estomac. Qui aurait pu envoyer cela? Comment savait-il à propos de son père, de François, de la rencontre prévue pour le lendemain? Le sommeil, qui semblait déjà lointain quelques minutes auparavant, devint maintenant impossible. Amélie passa des heures à se retourner dans son lit, divisée entre l'attraction croissante qu'elle ressentait pour François et la graine de doute que ce message anonyme avait plantée dans son cœur. À l'aube, elle avait pris sa décision. Avant de rencontrer François le soir, elle découvrirait qui avait envoyé ce message. Avant d'entendre sa version du passé, elle donnerait la chance à cette autre voix inconnue de présenter sa perspective. Après tout, dans son expérience professionnelle, Amélie avait appris une leçon précieuse. En affaires, comme dans la vie, il existe rarement une seule version de la vérité. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer,
c'était comment cette simple rencontre dans un café changerait irrévocablement le cours de sa relation avec François Mercier et révélerait des secrets que certains croyaient enterrés à jamais. Le café de Flore se trouvait dans une rue tranquille de Saint-Germain-des-Prés, loin de l'agitation des grands centres commerciaux de Paris. Malgré son nom, l'endroit n'avait rien de floral. C'était un établissement petit et discret, fréquenté principalement par des intellectuels et des artistes qui cherchaient un refuge du rythme frénétique de la métropole. Amélie arriva ponctuellement à 10 heures, choisissant une table dans le coin qui offrait une vue claire de l'entrée. Elle commanda un double expresso. Elle aurait besoin de la caféine supplémentaire après une nuit pratiquement sans sommeil. Ses mains, normalement fermes, trahissaient sa nervosité en feuilletant distraitement le menu. À 10h15, alors, qu'elle commençait à envisager la possibilité d'être tombée dans une sorte de piège, la porte du café s'ouvrit. Une femme d'environ 60 ans, vêtue avec une élégance discrète, entra dans l'établissement. Ses cheveux gris étaient impeccablement coiffés, et il y avait dans son maintien une dignité qui captiva immédiatement l'attention d'Amélie. La femme regarda autour d'elle, ses yeux expérimentés, localisant rapidement Amélie dans le coin. Sans hésitation, elle marcha dans sa direction. « Mademoiselle Lefebvre, je présume », dit-elle, sa voix étonnamment mélodieuse pour quelqu'un avec une posture aussi rigide. « Je suis Isabelle Moreau. » Le nom de famille alluma immédiatement une alerte dans l'esprit d'Amélie. « Moreau ? Comme Laurent Moreau, le... »« Mon neveu », confirma la femme, s'asseyant sans attendre d'invitation. « Mais je ne suis pas ici pour représenter ses intérêts, si c'est ce que vous pensez. » Amélie étudia la femme devant elle, essayant de déchiffrer ses intentions. « C'est vous qui avez envoyé le message hier soir ?»« Oui, » répondit simplement Isabelle, « et je crois que j'ai des informations que vous voudrez entendre avant votre rendez-vous avec François ce soir. » La mention du dîner prévu fit Amélie plisser les yeux. « Comment savez-vous cela ?» Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres d'Isabelle. « Paris est une grande ville, mais le cercle des personnes vraiment influentes est étonnamment petit. De plus, j'ai mes propres méthodes pour rester informée. » La serveuse s'approcha et Isabelle commanda un thé au jasmin avec la familiarité d'une cliente habituelle. Quand elles furent à nouveau seules, Amélie décida d'aller droit au but. « Vous avez mentionné mon père dans le message. Comment l'avez-vous connu ?»« Je ne l'ai pas seulement connu, ma chère. Henri Lefebvre a été mon associé, après avoir quitté son partenariat avec François Mercier. » La révélation frappa Amélie comme un éclair en plein jour. « C'est impossible. François m'a dit que mon père avait vendu sa part et... quoi d'autre? Qu'il a disparu? Qu'il a abandonné les affaires comme il avait abandonné sa famille ?» Isabelle secoua doucement la tête. François a toujours excellé à ne raconter que les parties convenables de la vérité. La serveuse revint avec le thé, interrompant momentanément la conversation. Isabelle la remercia avec un sourire poli avant de reporter son attention sur Amélie, qui l'observait maintenant avec un mélange de méfiance et de curiosité vorace. « Si, vous ne me croyez pas, peut-être croirez-vous ceci », dit Isabelle, sortant une enveloppe de son sac en cuir italien. À l'intérieur, il y avait des photographies, des images jaunies par le temps montrant son père, visiblement plus âgé que la dernière fois qu'elle l'avait vu, aux côtés d'Isabelle dans divers contextes. L'inauguration d'un immeuble, une réunion d'affaires, même ce qui semblait être une fête d'entreprise. « Cela date de quand ?» demanda Amélie, sa voix presque un murmure. La dernière photo a été prise il y a 12 ans, 3 ans après qu'il ait quitté l'association avec François. Amélie ressentit une vague de confusion. Mais cela signifie que mon père était encore à Paris, actif dans les affaires, même des années après nous avoir abandonnés. Pourquoi n'a-t-il jamais cherché à nous revoir? Pourquoi n'a-t-il jamais? Peut-être l'a-t-il fait, interrompit doucement Isabelle. Peut-être que les choses ne sont pas exactement comme vous croyez qu'elles étaient. Un silence pesant s'installa entre elles, tandis qu'Amélie essayait de traiter les implications de ces mots. « Qu'insinuez-vous exactement ?» Isabelle prit une gorgée de son thé avant de répondre. « Je suggère qu'avant d'écouter la version de François sur votre père, vous devriez connaître l'histoire complète, et pas seulement des fragments soigneusement sélectionnés pour servir le récit qu'il veut que vous croyiez. Et pourquoi devrais-je vous faire confiance? Nous ne nous connaissons pas.
Votre neveu est un concurrent direct de François. Pourquoi ne serait-ce pas simplement une tentative de semer la discorde? Le regard d'Isabelle durcit légèrement. Parce que, contrairement à certains, je me souciais vraiment d'Henri. Parce que je lui ai promis que si un jour sa fille croisait mon chemin, je lui dirais la vérité. Et parce que François Mercier a déjà détruit suffisamment de vies avec ses demi-vérités et ses manipulations. La fermeté dans les paroles d'Isabelle était incontestable. Il y avait là non seulement de la conviction, mais une indignation sincère qu'Amélie ne pouvait pas simplement écarter comme un artifice. « Que s'est-il passé entre mon père et François ?» demanda-t-elle finalement. « La vérité, s'il vous plaît. » Isabelle respira profondément, comme si elle se préparait à revivre des souvenirs douloureux. « Votre père et François étaient plus que des associés. Ils étaient comme des frères. Henri était le visionnaire, François le stratège. Ensemble, ils ont construit quelque chose d'extraordinaire. Mais alors est venu le projet Corse. François a mentionné cela. Il a dit qu'ils étaient en désaccord sur l'expansion vers le sud. Ce n'est que la surface. Le projet Corse n'était pas juste un autre développement immobilier. C'était le rêve d'Henri, un complexe de développement durable qui intégrerait préservation environnementale, tourisme écologique et recherche scientifique. Chose de vraiment révolutionnaire pour l'époque. Et François était contre. Initialement, oui, il le considérait trop risqué, peu rentable à court terme. Mais votre père était persuasif et François a finalement accepté d'aller de l'avant. Ils ont investi tout ce qu'ils avaient. Votre père a passé des mois dans la région, construisant des relations avec les communautés locales, obtenant des permis environnementaux, gagnant le soutien d'ONG internationales. Isabelle fit une pause, ses yeux momentanément perdus dans les souvenirs. Et puis, quand tout était pratiquement prêt pour le lancement officiel, François a vendu secrètement les droits sur les terres à un groupe d'exploitants forestiers et de mineurs. Une fortune pour l'époque. Amélie sentit son sang se glacer dans ses veines. Ce ne peut pas être vrai. Les contrats étaient à son nom, en tant que représentant légal de l'entreprise. Votre père l'a découvert trop tard. Quand il a confronté François, la trahison était déjà consommée. Il y a eu une terrible dispute. Si terrible que François a proposé d'acheter la part d'Henri dans l'entreprise originale comme une forme de compensation. Et mon père a accepté? Il a simplement continué après une telle trahison, le pas. Regard d'Isabelle était empli d'une profonde compassion. Votre père était dévasté, Amélie, pas seulement par l'argent perdu, mais par la destruction de son rêve, par la trahison de quelqu'un qu'il considérait comme un frère. Il est tombé dans une profonde dépression. C'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. J'avais récemment perdu mon mari et j'ai reconnu en lui ce même regard de perte irréparable. Amélie luttait pour maintenir sa composition alors que les révélations s'accumulaient, chacune plus douloureuse que la précédente. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi il n'est jamais revenu vers nous, pourquoi il n'a jamais essayé. Il a essayé, interrompit doucement Isabelle, environ un an après l'effondrement de l'association avec François, quand il a finalement commencé à se remettre émotionnellement. Henri m'a parlé de vous et de votre mère. Il a dit qu'il avait commis la pire erreur de sa vie en vous quittant, que la honte de son échec l'avait empêché de revenir, mais qu'il était prêt à essayer de réparer les choses. « Et que s'est-il passé ?» demanda Amélie, sa voix presque inaudible. « Il est allé à Aix-les-Bains. Il est revenu une semaine plus tard, plus dévasté que jamais. Il a dit seulement qu'il était trop tard, que vous aviez continué votre vie, qu'il n'y avait pas de place pour lui dans cette vie. Je ne suis jamais entré dans les détails, cela semblait un sujet trop douloureux. Peu après, nous avons formé notre propre association, concentrée sur des projets de moindre envergure, mais avec une forte composante environnementale et sociale. L'esprit d'Amélie travaillait frénétiquement, essayant d'intégrer cette nouvelle information avec ses propres souvenirs. Je ne me souviens pas que mon père soit apparu à Aix-les-Bains à cette époque. Maman n'a jamais mentionné. Peut-être n'a-t-il pas eu le courage de frapper à la porte. Peut-être a-t-il simplement observé de loin, essayant de rassembler son courage. Ou peut-être... Isabelle ne termina pas la phrase, mais ce qui resta implicite fit Amélie sentir un frisson parcourir son échine. Vous suggérez que ma mère a su de sa visite et a choisi de ne pas me le dire? Je ne suggère rien, ma chère. J'offre simplement des possibilités. Ce que je sais avec certitude, c'est que votre père n'a jamais complètement surmonté la perte de sa famille.
Même des années plus tard, dans des moments de vulnérabilité, il parlait de vous avec tant de fierté, imaginant comment cela aurait été de vous voir grandir. Les larmes qu'Amélie retenait débordèrent finalement. C'était comme si tout le récit de sa vie était en train d'être réécrit devant ses yeux. Le père vilain maintenant peint avec des nuances de victime et de regret. Le patron admirable avec des teintes de trahison et de manipulation. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, dit Isabelle, sortant une autre enveloppe de son sac. Ce sont des lettres que votre père a écrites pour vous. Il n'a jamais eu le courage de les envoyer, mais il les gardait dans une boîte spéciale. Après qu'il nous ait quittés, je les ai trouvées parmi ses affaires. Amélie accepta l'enveloppe d'une main tremblante. Quand est-il décédé? Il y a 10 ans. Un anévrisme cérébral. C'était soudain, sans souffrance. Le poids de cette information, que son père était vraiment perdu pour toujours, qu'il n'y aurait jamais de réconciliation, une chance d'entendre sa version directement, frappa Amélie avec une force dévastatrice. « Pourquoi me racontez-vous tout cela maintenant? Pourquoi ne m'avez-vous pas cherché avant ?» Isabelle soupira profondément. « Parce que je n'ai découvert qui vous étiez que récemment. Laurent a mentionné la nouvelle protégée de François et quelque chose dans... Le nom Lefebvre a éveillé mon attention. Quand j'ai vu votre photo sur le site du groupe Mercier, elle fit un geste éloquent. Vous avez ses yeux, c'était comme voir un fantôme. Et quel est votre intérêt dans tout cela? Qu'espérez-vous obtenir? La justice, peut-être, ou au moins la vérité. Henri mérite que son histoire soit connue telle qu'elle était réellement, pas comme François l'a réécrit pour servir ses objectifs. Isabelle hésita. Et peut-être que j'essaie de tenir une promesse, que j'ai faite à l'homme que j'ai aimé, même si c'est tardivement. Cette confession, si simple et honnête, toucha Amélie profondément. Voici quelqu'un qui avait aimé son père, qui avait gardé sa mémoire, qui s'était suffisamment soucié pour chercher sa fille et lui raconter une vérité douloureuse. « Et, concernant mon dîner avec François ce soir ?» demanda finalement Amélie. « Que me suggérez-vous de faire ?» Isabelle l'étudia longuement. « Cela dépend entièrement de vous. Vous pouvez le confronter avec ce que vous savez. Vous pouvez écouter sa version et juger par vous-même, ou vous pouvez simplement ne pas y aller. Mais souvenez-vous, François Mercier est un homme puissant et dangereux quand il est contrarié. Et vous, que vous le vouliez ou non, êtes devenu une pièce importante sur son échiquier. À cause de mon travail ?» Un triste sourire apparut sur les lèvres d'Isabelle. « Ma chère, pensez-vous vraiment que votre embauche était une coïncidence? Que la déchirure de votre robe n'était qu'un accident fortuit? François ne croit pas aux coïncidences, seulement aux opportunités à exploiter. » Les implications. De ces mots firent Amélie se sentir soudainement exposée, manipulée. « Vous dites qu'il savait qui j'étais depuis le début? Que tout cela était planifié? » Je dis qu'avec François, rien n'est simple ou transparent, que chacun de ces mouvements a des objectifs multiples, et que vous devez décider, les yeux bien ouverts, quel rôle vous voulez jouer dans cette histoire. Quand Isabelle se leva pour partir, elle laissa sur la table une petite carte avec son numéro de téléphone. Si vous avez besoin de quoi, que ce soit une information, document ou simplement quelqu'un qui a vraiment connu votre père, je suis à votre disposition. Seule à nouveau, Amélie resta immobile, l'enveloppe avec les lettres de son père pesant dans ses mains comme du plomb. Dans quelques heures, elle serait face à face avec François dans sa demeure, écoutant sa version de l'histoire. Et maintenant, armée de ces nouvelles révélations, elle devrait décider non seulement qui croire, mais quel chemin suivre à partir de maintenant. Le café devant elle avait refroidi, oublié pendant la conversation, tout comme son enthousiasme pour la soirée à venir. Ce qui semblait auparavant un dîner prometteur avec un homme qui occupait de plus en plus ses pensées, se présentait maintenant comme un champ de mines de demi-vérité et de manipulation possible. Néanmoins, tout en rangeant soigneusement l'enveloppe avec les lettres dans son sac, Amélie savait qu'elle irait au rendez-vous. Pas seulement par curiosité ou par l'attraction croissante qu'elle ressentait, mais parce qu'elle avait enfin des questions précises à poser, et elle était déterminée à obtenir des réponses honnêtes, quelle que soit leur douleur. Le prochain mouvement dans le jeu complexe entre elle et François Mercier serait décisif.
Et cette fois, Amélie était déterminée à ne pas être simplement une pièce sur l'échiquier, mais une joueuse consciente, capable de changer le cours de la partie. La résidence de François Mercier se trouvait dans le 16e arrondissement, l'une des zones les plus exclusives de Paris. Ce n'était pas une mansion ostentatoire comme Amélie l'avait imaginé, mais une maison contemporaine aux lignes droites et minimalistes, entourée d'un jardin méticuleusement planifié. Quand le taxi la déposa au portail principal, Amélie hésita un moment, l'enveloppe contenant les lettres de son père, pesant dans son sac comme un rappel tangible des révélations de ce matin. L'interphone fut répondu, non pas par un employé, comme elle s'y attendait, mais par François lui-même. « Bienvenue », dit-il, sa voix transmise électroniquement sonnant étrangement intime. Le portail glissa silencieusement, permettant son entrée. Amélie marcha le long du chemin de pierre qui serpentait à travers le jardin, remarquant les orchidées, blanches stratégiquement distribuées parmi la végétation luxuriante, les mêmes fleurs qu'il gardait dans son bureau, les mêmes qu'il avait envoyées après l'événement caritatif. Une signature personnelle, réalisa-t-elle maintenant, pas une coïncidence. À la porte, François l'attendait. Vêtu de façon décontractée, pantalon sombre et chemise en lin blanc avec les manches retroussées, il semblait plus jeune, plus accessible que l'exécutif implacable qui dirigeait le groupe Mercier. « Vous êtes magnifique, dit-il, ses yeux parcourant la robe bleu marine qu'elle avait choisie pour l'occasion, élégante sans être trop formelle. « Entrez, je vous prie. » L'intérieur de la maison reflétait le même minimalisme que la façade, mais avec des touches inattendues. De chaleur, une bibliothèque extensive occupant tout un mur, des œuvres d'art contemporains français et, à la surprise d'Amélie, des photographies. Pas beaucoup, mais positionnées stratégiquement. Des moments capturés d'une vie qui semblait si différente de la persona publique de François Mercier. « J'aurais pensé que vous viviez dans un penthouse au centre », commenta Amélie, essayant de maintenir la conversation sur un terrain neutre tout en observant discrètement l'environnement. « J'y ai vécu, pendant des années en fait. » François la conduisit à travers le salon jusqu'à une terrasse couverte à l'arrière, où une table pour deux était dressée avec une élégance discrète. Mais j'ai finalement réalisé que j'avais besoin d'un endroit qui soit vraiment le mien, pas seulement un symbole de statut ou de commodité. La terrasse offrait une vue privilégiée sur une piscine à débordement qui semblait se fondre avec le petit lac artificiel au fond de la propriété. Des lumières douces illuminaient le jardin, créant une atmosphère presque magique. « Vous avez conçu tout cela vous-même ?» demanda Amélie, sincèrement impressionnée par l'harmonie de l'espace. « Le concept, oui, mais j'ai eu l'aide d'un architecte paysagiste talentueux. » François lui servit un verre de vin blanc. Un jeune homme de Marseille, que j'ai rencontré lors du développement d'un projet en Corse. La mention désinvolte de la Corse, l'épicentre de la trahison qu'Isabelle avait décrite, fit Amélie prendre une gorgée plus longue de vin qu'elle ne l'avait prévu. François remarqua sa réaction, mais ne commenta pas, optant pour « ça la conduire à la table ». « J'espère que vous aimez la cuisine japonaise. Mon chef a préparé un omakase spécial pour ce soir. »« Un chef particulier ? Maintenant vous étalez votre richesse, monsieur Mercier », plaisanta Amélie, essayant de maintenir la légèreté, malgré la tension qui grandissait en elle. François sourit, ce sourire rare qu'elle avait appris à valoriser. « Seulement les vendredis. Le reste de la semaine, je suis parfaitement capable de réchauffer ma propre nourriture surgelée. » Il était difficile de réconcilier ce François détendu, presque charmant, avec l'homme calculateur qu'Isabelle avait décrit, ou même avec l'exécutif implacable que le monde des affaires connaissait. Tandis que le chef, un homme d'âge moyen aux traits japonais, servait le premier plat, Amélie se permit momentanément de douter des révélations du matin. Peut-être qu'Isabelle avait ses propres raisons de peindre François comme un vilain. Peut-être que la vérité se trouvait quelque part entre les deux récits. La conversation coula étonnamment facilement pendant les premiers plats. François s'enquit de sa présentation lors de l'événement caritatif, démontrant un intérêt sincère pour la façon dont elle avait développé le concept de Nouvel Horizon. Amélie, à son tour, se retrouva à partager des histoires de son enfance à Aix-les-Bains, des difficultés après le départ de son père, de la détermination de sa mère à assurer son éducation. Ce ne fut que lorsque le chef se retira, les laissant seuls avec le dessert et une bouteille de saké spécial,
que François aborda finalement le véritable but du dîner. « J'ai promis de vous dire toute la vérité sur votre père », dit-il, son expression devenant plus sérieuse. « Et j'ai l'intention de tenir cette promesse. Mais d'abord, je dois demander, que voulez-vous vraiment savoir, Amélie ?» La question, apparemment simple, contenait des couches de complexité. Que voulait-elle vraiment? La vérité? La clôture? La vengeance? La compréhension? Peut-être un peu de chaque? « Je veux savoir pourquoi mon père nous a abandonnés, » répondit-elle finalement. « Et je veux savoir exactement ce qui s'est passé entre vous deux. » François acquiesça lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. Juste, il prit une gorgée de saké avant de continuer. « Mais d'abord, je dois demander, avez-vous rencontré Isabelle Moreau aujourd'hui ?» La question prit Amélie complètement au dépourvu. « Comment ?» Paris est une grande ville, mais comme je l'ai déjà dit, le cercle des personnes vraiment influente est étonnamment petit. Il l'observait attentivement, sans hostilité, juste une curiosité calculée. Et Isabelle n'a jamais été discrète sur ses sentiments à mon égard. Amélie se sentit soudainement exposée, comme si l'échiquier avait été retourné, révélant sa stratégie. Oui, je l'ai rencontrée ce matin, elle m'a contacté, et j'imagine qu'elle a partagé sa version de l'histoire. Elle m'a montré des photos, des lettres que mon père a écrites pour moi et n'a jamais envoyées. Elle m'a parlé du projet T. Corse. Amélie garda les yeux fixés sur les siens, cherchant tout signe de culpabilité ou d'inconfort. Elle a dit que vous avez trahi mon père, que vous avez vendu les terres à des exploitants forestiers et des mineurs. Pendant un moment, tendu, François l'observa simplement, son visage un masque impénétrable. Puis à la surprise d'Amélie, il soupira profondément, un son chargé de quelque chose qui semblait sincèrement être du regret. « Le projet Corse », murmura-t-il, presque pour lui-même. « Après tant d'années, il me poursuit encore. » « Alors, c'est vrai », pressa Amélie, son cœur s'accélérant. « Des parties sont vraies, d'autres sont des simplifications commodes. » François se leva, marchant jusqu'au bord de la terrasse. « Votre père était un visionnaire, Amélie. Il voyait des possibilités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Le projet Corse était son rêve, un complexe qui combinerait préservation environnementale, tourisme durable et recherche scientifique. C'est vous qui l'avez saboté ?» François se tourna pour la regarder. « Ce n'était pas si simple. Nous avons investi tout ce que nous avions dans ce projet. Littéralement. Tout. Pendant que votre père passait des mois dans la région à construire des relations avec les communautés locales, je luttais pour maintenir nos autres entreprises en fonctionnement, pour obtenir des financements supplémentaires quand les coûts ont commencé à dépasser nos projections. » Il retourna à la table mais ne s'assit pas. « Ce qu'Isabelle n'a probablement pas mentionné, c'est que nous étions sur le point de tout perdre. Pas seulement le projet Corse, mais tout l'empire que nous avions construit ensemble. L'un des plus grands investisseurs a retiré son soutien à la dernière minute, nous laissant avec une dette monumentale. Et votre solution a été de vendre à des exploitants forestiers ?» questionna Amélie, encore sceptique. « Ma solution a été de vendre à un consortium qui a offert le double de la valeur marchande. Voyez, ils incluaient des entreprises d'extraction de bois et d'exploitation minière, mais l'accord avait des clauses spécifiques sur quelles zones pouvaient être exploitées et comment. » François passa la main dans ses cheveux, un geste rare, de vulnérabilité. Ce n'était pas le rêve d'Henri, mais c'était une issue qui nous sauverait de la ruine. Pourquoi n'en avez-vous pas discuté avec lui d'abord? J'ai essayé, mais votre père, il avait cette pureté de vision. Pour lui, tout compromis était une trahison du concept original. Quand j'ai mentionné la possibilité de vendre à ce consortium, il a immédiatement refusé, sans même considérer les termes, et le temps pressait. Amélie absorba ces paroles, les comparant avec la version d'Isabelle. « Alors vous avez décidé seul ?» ?»« Oui. » L'admission fut directe, sans tentative de justification. « J'ai pris une décision qui a sauvé notre entreprise, mais détruit notre amitié. Quand votre père l'a découvert, il était furieux. Plus que furieux, il était dévasté. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage. C'était comme si j'avais tué quelque chose en lui. » Le silence qui suivit était presque tangible. Amélie se sentait divisée entre la compassion pour la décision difficile que François décrivait et l'indignation pour la façon dont il avait traité son père. « Qu'est-il arrivé ensuite ?» demanda-t-elle finalement.
J'ai proposé d'acheter sa part de l'entreprise. Pas comme une compensation, comme Isabelle l'a probablement suggéré, mais parce qu'il était clair que nous ne pouvions plus travailler ensemble. Henri a accepté, plus pour s'éloigner de moi que pour l'argent, je crois. Et puis il a formé un partenariat avec Isabelle. François acquiesça. Un choix intéressant, considérant que les Moreau étaient nos principaux concurrents. Mais cela avait du sens. Isabelle a toujours eu une vision plus alignée, avec celle d'Henri sur la responsabilité environnementale et sociale. Isabelle a dit que mon père a essayé de nous retrouver, ma mère et moi, environ 1 an plus tard, qu'il est retourné à Aix-les-Bains. Une expression étrange traversa le visage de François, quelque chose entre la surprise et l'inconfort. Oui, il a mentionné cette intention. C'était l'une des dernières conversations que nous avons eues. Nous nous sommes rencontrés par hasard lors d'un événement, environ 1 an après notre séparation. Il était différent, plus calme, peut-être même en paix. Il a dit qu'il était prêt à réparer ses erreurs, qu'il allait essayer de renouer avec sa famille. Mais cela ne s'est jamais produit, dit Amélie, un nœud se formant dans sa gorge. À ma connaissance, non. Quand j'ai demandé « des mois », plus tard, il a simplement dit qu'il était trop tard. J'ai supposé que vous l'aviez rejeté. Amélie secoua lentement la tête. Nous ne l'avons jamais vu. Nous n'avons jamais su qu'il était là. Le regard de François rencontra le sien. Et il y avait là une perplexité sincère. Alors il n'est jamais arrivé jusqu'à votre porte? Il n'a jamais pris contact? Non. Quelque chose dans la réaction de François la fit reconsidérer les implications. Vous ne savez vraiment pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Non, admit-il. Henri et moi n'en avons jamais reparlé. Notre relation est devenue cordiale mais distante. Finalement, nous avons complètement perdu contact. Il est décédé il y a 10 ans, révéla Amélie. Un anévrisme cérébral, selon Isabelle. François ferma les yeux un moment, absorbant la nouvelle. Quand il les rouvrit, Amélie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré voir. Sur le visage du puissant homme d'affaires, des larmes contenues. « Je ne savais pas, dit-il, sa voix basse. Personne ne m'a informé. » La vulnérabilité de ce moment déséquilibra toutes les certitudes qu'Amélie tentait de construire. L'homme devant elle ne semblait pas être le vilain calculateur qu'Isabelle avait décrit, ni le manipulateur qui aurait pu l'embaucher pour des motifs cachés. Il semblait simplement quelqu'un portant le poids de décisions difficiles et de regrets tardifs. « Pourquoi m'avez-vous embauché, François ?» demanda-t-elle directement. « Était-ce à cause de mon nom de famille? À cause de mon père ?» Il l'étudia longuement avant de répondre. « Quand vous êtes entré dans mon bureau ce jour-là, je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Lefebvre n'est pas un nom de famille inhabituel, et vous ne ressemblez pas assez à Henri pour que je fasse immédiatement le lien. » Alors la déchirure de la robe, un léger sourire apparut sur les lèvres de François. C'était véritablement un accident. Mais votre réaction, la dignité avec laquelle vous avez géré ce moment de vulnérabilité, m'a rappelé lui. Henri affrontait toujours l'adversité avec la même grâce résiliente. François fit une pause. C'est seulement quand vous avez mentionné Aix-les-Bains durant l'entretien que quelque chose a commencé à me tracasser. Et puis, quand vous avez parlé de votre mère vous ayant élevé seule, vous avez commencé à soupçonner. Oui, mais je n'étais pas certain jusqu'à notre conversation au parc quand vous avez mentionné son nom. Amélie essayait de traiter tout cela. Les révélations d'Isabelle, les explications de François, les lettres non envoyées de son père. Qui disait la vérité? Tous, d'une certaine façon? Personne, complètement. Pourquoi m'avez-vous invité à dîner aujourd'hui? Demanda-t-elle, ayant besoin de comprendre ses intentions. Pourquoi avez-vous décidé de me raconter tout cela maintenant? François retourna à la table, s'asseyant face à elle. Ses yeux, toujours si calculateurs, révélaient maintenant une vulnérabilité rarement vue. Parce que vous méritez de connaître la vérité sur votre père. Parce que j'ai vécu avec ces fantômes trop longtemps. Et parce que... Il hésita comme s'il était en territoire inconnu. Parce qu'en quelques mois seulement, vous êtes devenue importante pour moi, Amélie. D'une manière que je n'attendais pas, que je n'avais pas planifiée. L'admission plana entre eux, chargée d'implications. Amélie sentit son cœur s'accélérer, malgré tous les doutes, toutes les alertes intérieures. Importante comment? Pressa-t-elle, ayant besoin de clarté. Cela a commencé comme de l'admiration professionnelle. Votre compétence, votre intelligence, votre capacité à voir au-delà de l'évident. Puis, c'est devenu quelque chose de plus
une connexion que je ne peux pas complètement expliquer. Peut-être est-ce parce que vous me rappelez lui, pas seulement physiquement, mais dans l'essence. Ou peut-être est-ce quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose uniquement vôtre. François tendit la main sur la table, sans toucher la sienne, mais offrant la possibilité. Je n'ai pas prévu de ressentir ce que je ressens, Amélie. Et je comprends parfaitement si, après tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous préférez maintenir notre relation strictement professionnelle, ou même si vous décidez que vous ne pouvez plus travailler avec moi. La sincérité dans sa voix était palpable, désarmant les dernières défenses d'Amélie. Elle regarda la main tendue, puis son visage, le visage d'un homme qui, d'une certaine façon, était entrelacé avec son passé, son présent et, potentiellement, son futur. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour traiter tout. Cela, pour lire les lettres de mon père, pour décider ce que je crois et ce que je veux. » François acquiesça, retirant sa main sans montrer de déception. « Je comprends parfaitement. Prenez le temps dont vous avez besoin. » Quand Amélie se leva pour partir, elle se sentait simultanément épuisée et électrisée, comme si elle avait couru un marathon émotionnel. À la porte de la maison, François la retint doucement. « Quelle que soit votre décision à propos de nous, de votre avenir au groupe Mercier, je veux que vous sachiez une chose. Le projet Nouvel Horizon sera mis en œuvre. J'ai déjà donné des instructions pour que le département juridique prépare tous les documents nécessaires. C'est un projet brillant, Amélie, le genre de projet que votre père aurait aimé. » Ces mots la touchèrent plus profondément que n'importe quelle déclaration romantique aurait pu le faire. C'était une promesse que quelque chose de bon émergerait de toute cette complexité, que l'héritage d'Henri Lefebvre vivrait d'une certaine façon. « Merci », répondit-elle simplement. Dans le taxi, en route vers chez elle, Amélie ouvrit l'enveloppe contenant les lettres de son père. La première, datée de quelques mois seulement après son départ, commençait par des mots qui firent immédiatement jaillir des larmes. « Ma chère fille, il n'y a pas de justification pour ce que j'ai fait, seulement des explications qui semblent vides même pour moi. Mais je dois te faire savoir qu'il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. » Tandis que la ville nocturne défilait par la fenêtre, Amélie se permit de pleurer, pour le père qu'elle avait eu. Perdue 2 fois, pour la vérité complexe qu'aucune version simplifiée ne pouvait capturer, et pour la décision qu'elle devait maintenant prendre. Une décision qui n'était pas seulement à propos d'une relation possible avec François Mercier, mais sur quel genre de personne elle-même voulait être, quelqu'un défini par le passé et ses blessures, ou quelqu'un capable de forger ses propres chemins, avec compassion et clarté. Le soleil du dimanche à Aix-les-Bains avait une qualité différente de celui de Paris, plus doux, moins pressé, comme si le temps s'écoulait à un rythme propre dans cette ville thermale de Savoie. Assise sur un banc au bord du lac, Amélie observait sa mère nourrir les oiseaux à quelques mètres de là. Sophie Lefebvre, à 58 ans, conservait toujours la posture élégante de l'infirmière respectée qu'elle avait été, même après sa récente retraite. Une semaine s'était écoulée depuis le dîner chez François, une semaine qu'Amélie avait consacrée à absorber chaque mot des lettres de son père, à réfléchir aux révélations d'Isabelle et aux confessions de François. Et plus important encore, une semaine pour rassembler le courage pour la conversation qu'elle s'apprêtait à avoir. « Maman », appela-t-elle doucement, lorsque Sophie revint au banc. « Nous devons parler de papa. » Le visage toujours serein de Sophie se tendit subtilement. En toutes ces années, Henri Lefebvre était devenu presque un sujet tabou entre elles, mentionné seulement lors des anniversaires ou dans des moments de vulnérabilité particulière. « Qu'y a-t-il à dire après tant de temps, ma fille ?» « La vérité », répondit simplement Amélie, sortant de son sac l'enveloppe contenant les lettres. « J'ai découvert certaines choses ces dernières semaines, sur ce qui lui est arrivé à Paris, sur sa tentative de nous retrouver. » Sophie pâlit visiblement. « Comment as-tu... » « J'ai rencontré des personnes qui ont travaillé avec lui, des personnes qui l'ont connu après qu'il nous ait quittés. » Amélie hésita, puis décida d'être directe. « Il est venu à Aix-les-Bains. Ça n'est-ce pas? Environ 1 an après être parti, il est venu essayer de se réconcilier avec nous. » Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Sophie détourna le regard, le fixant sur les montagnes qui entouraient la ville, comme si elle cherchait de la force dans ce paysage familier. « Oui,
admit-elle finalement. Il est venu. Bien qu'elle s'en doutait déjà, la confirmation frappa Amélie comme un coup physique. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Sophie soupira profondément. Parce que je te protégeais, Amélie. Tu avais 13 ans, tu commençais. Enfin à surmonter le traumatisme de l'abandon. Tu avais arrêté de pleurer toutes les nuits, de demander quand papa reviendrait. Ce n'était pas à toi de décider pour moi, dit Amélie, sa voix nouée par l'émotion contenue. Je méritais de savoir. Je méritais la chance de le voir. Peut-être as-tu raison. Sophie prit une des lettres qu'Amélie tenait, regardant l'écriture familière avec une expression distante. Mais à ce moment-là, tout ce que je voyais était l'homme qui nous avait abandonnés, qui nous avait laissé lutter pour survivre, apparaissant soudainement quand nous avions déjà reconstruit nos vies sans lui. Que s'est-il passé exactement? Qu'a-t-il dit? Sophie ferma les yeux un moment comme si elle revivait la scène. Il est apparu un jeudi après-midi. Tu étais à l'école. Il a dit qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie, qu'il regrettait, qu'il voulait une seconde chance. Elle fit une pause. Il a raconté qu'il avait construit quelque chose à Paris, qu'il pourrait nous offrir une vie meilleure maintenant, qu'il voulait compenser pour les années perdues. Et tu l'as rejeté, conclut Amélie, non comme une accusation, mais comme une constatation. Je lui ai dit qu'il était trop tard, que tu allais bien, que nous allions bien, que sa présence ne ferait que rouvrir des blessures qui cicatrisaient, enfin. Sophie ouvrit les yeux, regardant sa fille directement. Il a demandé s'il pouvait au moins te voir de loin. Je l'ai emmené à ton école, nous sommes restés dans la voiture, observant la cour pendant la récréation. Tu riais avec tes amis, si légère, si heureuse. Et il a pleuré, Amélie. Il a pleuré comme je ne l'avais jamais vu pleurer auparavant. L'image de son père l'observant caché à quelques mètres de distance, sans qu'elle le sache, était à la fois émouvante et perturbante. A-t-il essayé à nouveau après cela? Il a appelé quelques fois la première année. Il a envoyé de l'argent que j'ai retourné. Finalement, il a arrêté. Il a respecté ma décision. Sophie prit les mains de sa fille dans les siennes. Je ne dis pas que j'ai fait le bon choix, Amélie. J'ai simplement fait ce que je croyais être le mieux pour toi à ce moment-là. Amélie acquiesça lentement, traitant tout cela. Il n'y avait pas de méchants dans cette histoire, réalisa-t-elle, juste des personnes imparfaites, prenant des décisions imparfaites dans des circonstances difficiles. Son père, fuyant ses responsabilités par peur de l'échec. Sa mère, la protégeant de la manière qu'elle jugeait la meilleure. François, sacrifiant une amitié pour sauver un empire. Isabelle gardant la mémoire d'un amour perdu. Il est décédé il y a 10 ans, dit-elle doucement. Un anévrisme cérébral. Sophie ferma les yeux à nouveau, cette fois ne parvenant pas à contenir une larme solitaire. J'ai toujours imaginé que quelque chose comme cela s'était produit. Les appels se sont complètement arrêtés il y a de nombreuses années. Il a écrit ces lettres pour moi, maman. Il ne les a jamais envoyées, mais je veux que tu les lises aussi, pour comprendre l'homme qu'il est devenu après nous avoir quittés. Tandis que Sophie commençait à lire la première lettre, Amélie réfléchissait au chemin étrange qu'il avait mené jusqu'ici. Sans la déchirure de sa robe pendant l'entretien, elle n'aurait jamais développé une relation spéciale avec François. Sans cette relation, elle n'aurait jamais découvert la vérité sur son père, et sans Isabelle, elle n'aurait peut-être jamais remis en question la version de François. Coïncidence, destin, ou simplement la nature chaotique de la vie, où de petits événements s'entrelacent pour créer des motifs qui ne deviennent visibles que lorsque nous regardons en arrière. Il n'a jamais cessé de nous aimer, murmura Sophie après avoir lu plusieurs lettres, même à distance, même sans contact. Oui, acquiesça Amélie. Et maintenant nous devons décider quoi faire de cette connaissance. Le lendemain, matin de retour à Paris, Amélie entra dans la tour Montparnasse avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Le week-end à Aix-les-Bains, les longues conversations avec sa mère, la relecture des lettres de son père, tout avait contribué à une nouvelle compréhension, non seulement de son passé, mais du chemin qu'elle souhaitait suivre. Claire l'accueillit avec son efficacité habituelle, mais Amélie remarqua une touche de curiosité dans ses yeux expérimentés. « Monsieur Mercier a laissé des instructions pour que vous alliez directement dans son bureau à votre arrivée », informa l'assistante. « Merci, Claire. » En entrant dans le bureau de François, Amélie le trouva debout près de la fenêtre,
observant la ville comme il avait l'habitude de faire dans les moments de réflexion profonde. Il se tourna en entendant la porte, et quelque chose dans son regard, un mélange d'attente et de résignation, dit à Amélie qu'il avait aussi passé la semaine à réfléchir aux résultats possibles de ce moment. « Bonjour Amélie », salua-t-il formellement. « J'espère que vous avez passé un bon week-end. »« Il a été révélateur, » répondit-elle, décidant de ne pas perdre de temps en préliminaire. « Je suis allé à Aix-les-Bains. J'ai parlé avec ma mère de mon père de sa visite dont je n'ai jamais su qu'elle s'était produite. » François acquiesça gravement. « J'imagine que c'était une conversation difficile. » « Nécessaire. » Amélie s'approcha, plaçant sur son bureau une enveloppe. « J'ai apporté quelque chose pour vous. Ce sont des copies de certaines des lettres que mon père m'a écrites. Il y a des mentions de vous dans plusieurs d'entre elles. J'ai pensé que vous aimeriez les lire. » Surpris, François accepta l'enveloppe avec soin, comme si c'était quelque chose de précieux et fragile. « Merci, c'est très généreux de votre part. » Ce n'est pas de la générosité, c'est de la justice. Il parlait de vous avec un mélange de chagrin et d'admiration. Il n'a jamais cessé de reconnaître votre talent, votre vision, même après ce qui s'est passé. Un silence significatif plana entre eux tandis que François absorbait ses paroles. « Et qu'en est-il de nous, Amélie? Avez-vous pris votre décision ?» La question, directe, sans détour, était typique de lui. Amélie apprécia l'honnêteté. « Oui, » répondit-elle avec la même franchise. « J'ai passé la semaine à réfléchir à tout ce qui s'est passé, aux différentes versions de la même histoire, à mon père, à vous, à ce que je veux pour mon avenir. » Elle fit une pause, organisant ses pensées. « Je ne peux pas défaire le passé, François. Je ne peux pas changer les décisions que mon père a prises, ou que ma mère a prises, ou que vous avez prises. Ce que je peux faire, c'est décider de mon propre chemin à partir de maintenant. »« Et quel est ce chemin ?» demanda-t-il, sa voix contrôlée, mais avec une tension sous-jacente qui révélait combien la réponse signifiait pour lui. « Je veux rester au groupe Mercier, » dit fermement Amélie. « Le projet Nouvel Horizon est trop important pour être abandonné. Et je crois que je peux faire la différence ici, en mettant en œuvre non seulement ce programme, mais en apportant une nouvelle perspective à l'entreprise dans son ensemble. » Françoise acquiesça lentement, mais ses yeux la questionnaient encore. « Et quant à l'aspect personnel de notre relation ?» Amélie fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. « Cela dépend de vous, François, de l'homme que vous choisissez d'être à partir de maintenant, de l'espace que vous êtes prêt à me donner en tant que professionnelle indépendante, pas seulement comme votre protégée, de votre capacité à me voir pour qui je suis vraiment, pas comme une extension de l'héritage de mon père. »« Et si je dis que je vous vois déjà ainsi, » répondit-il, sa voix s'adoucissant, « que votre lien avec Henri a peut-être initialement capté mon attention, mais que la femme devant moi, brillante, compatissante, forte, est celle qui me fascine vraiment ?» Le cœur d'Amélie s'accéléra à ces mots, mais elle maintint sa résolution. « Alors je dirais que nous sommes sur la bonne voie, mais je dirais aussi que nous avons besoin de temps. Du temps pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne soit pas à l'ombre du passé. » François fit un pas en avant, éliminant presque toute la distance entre eux. « Le temps est quelque chose que je peux offrir, tout comme l'espace pour que vous grandissiez, brillez par vos propres mérites. » Il hésita puis ajouta « Mais il y a une condition. »« Laquelle ?» demanda Amélie, légèrement inquiète. « Que vous me permettiez d'être à vos côtés dans ce voyage, pas comme votre patron, ni comme une figure d'autorité, mais comme un partenaire, quelqu'un qui admire votre propre lumière et veut la voir briller encore plus. » La sincérité dans sa voix, la vulnérabilité dans son regard, si différent du calculateur François Mercier que le monde des affaires connaissait, toucha Amélie profondément. À ce moment, elle vit non seulement l'homme que son père avait un jour considéré comme un frère, mais l'homme que François était devenu, complexe, imparfait, mais capable de croissance et de changement. « J'accepte votre condition, » répondit-elle. Doucement. Et puis, dans un geste qui les surprit tous les deux, elle se pencha et l'embrassa. Pas un baiser de passion effrénée, mais un contact doux, une promesse de possibilités futures. Quand elle s'éloigna, elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un espoir sincère, non calculé, non stratégique. Juste l'espoir simple et humain d'un nouveau départ. 6 mois plus tard,
Le palais des congrès était complètement rempli pour le lancement officiel du programme Nouvel Horizon. Sur scène, Amélie Lefebvre, maintenant directrice de la responsabilité sociale du groupe Mercier, présentait les premiers résultats du projet pilote mis en œuvre dans 3 communautés de la banlieue parisienne. Au premier rang, François observait avec une fierté évidente, tandis qu'elle détaillait comment de jeunes talents étaient non seulement éduqués, mais véritablement préparés à transformer leur réalité. À ses côtés, Sophie Lefebvre assistait émue à la présentation de sa fille, s'adaptant encore à sa nouvelle vie à Paris, où elle avait récemment déménagé à l'invitation d'Amélie. En coulisses, Isabelle Moreau attendait son tour de monter sur scène. Le partenariat entre sa fondation et le groupe Mercier pour Le Nouvel Horizon avait surpris le marché, mais avait parfaitement sens pour les personnes impliquées. Une façon d'honorer l'héritage d'Henri Lefebvre, en unissant des forces qui avaient un jour été divisées. Lorsqu'Amélie conclut sa présentation, les applaudissements furent spontanés et enthousiastes. Parmi les invités VIP, des PDG d'autres grandes entreprises signalaient déjà leur intérêt à reproduire le modèle, multipliant son impact à travers toute la France. « Et maintenant, » dit Amélie au microphone, « j'aimerais inviter sur scène l'homme sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Non seulement pour son soutien financier et institutionnel, mais pour avoir cru que les entreprises ont le pouvoir et le devoir de transformer des réalités. Mesdames et messieurs, François Mercier. » Tandis que François montait sur scène, Amélie réfléchit au chemin extraordinaire qu'il avait mené jusqu'ici. De la robe déchirée lors de l'entretien d'embauche à la direction d'un programme national d'impact social. De la douleur profonde causée par l'absence de son père à la compréhension de son histoire complexe. De l'appréhension initiale envers François au partenariat, professionnel et personnel, qui s'épanouissait entre eux jour après jour. Côte à côte sur scène, il représentait non seulement l'avenir du groupe Mercier, mais une nouvelle approche des affaires en France. Une qui intégrait le succès financier avec une responsabilité sociale authentique. Plus tard, lors de la petite célébration privée qui suivit l'événement, François l'a surpris avec un cadeau, une orchidée blanche dans un vase en cristal, accompagnée d'une petite broche en argent en forme de faucon, identique à celle qu'il lui avait donnée des mois auparavant. Pour rappeler d'où nous venons, expliqua-t-il, et célébrer jusqu'où nous sommes arrivés. Amélie accepta les cadeaux avec un sourire, comprenant le symbolisme. L'orchidée délicate mais résiliente, capable de fleurir même dans des conditions adverses. Le faucon, non plus un symbole de solitude prédatrice, mais de vision. Aiguisé de capacité à voir au-delà de l'horizon immédiat. « Et où allons-nous ensuite ?» demanda-t-elle, entrelaçant ses doigts aux siens. François sourit, ce sourire rare qui devenait maintenant de plus en plus fréquent en sa présence. « Cela, ma chère Amélie, est quelque chose que nous découvrirons ensemble. » Ce soir-là, tandis qu'ils observaient la ville illuminée depuis la terrasse de la maison de François, qui devenait de plus en plus aussi la sienne, Amélie pensa à son père. Comment il aurait été fier du Nouvel Horizon, comment il aurait approuvé la transformation de François, comment il aurait célébré la femme forte et déterminée que sa fille était devenue. Le passé ne pouvait pas être réécrit, mais il pouvait être compris, accepté, et finalement transformé en fondation pour un avenir meilleur. Et c'était exactement ce qu'Amélie et François construisaient ensemble, un avenir qui honorait les leçons du passé sans en devenir prisonnier. Tandis que la nuit parisienne brillait autour d'elle, Amélie ressentit une paix qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Le chemin avait été tortueux, plein de révélations douloureuses et de vérités complexes. Mais chaque pas, chaque découverte, chaque décision l'avait amenée exactement là où elle devait être, dans un lieu de force, de but et oui d'amour, un amour mûr, construit sur l'honnêteté et le respect mutuel. La robe déchirée qu'il avait un jour exposée dans sa vulnérabilité semblait maintenant un symbole presque poétique du début de son voyage. Un moment de désastre apparent qui, en réalité, avait ouvert les portes à une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. « À quoi penses-tu » demanda François, remarquant son regard distant. Amélie sourit, revenant au présent. « Ah, comment la vie nous mène parfois exactement là où nous devons être, même quand le chemin semble complètement erroné. » François acquiesça. «
comprenant parfaitement. Comme une fermeture éclair qui se rompt au moment le plus inopportun.